Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la rétrospective des faits marquants de la semaine. C'est un projet de chronogramme de la discorde au lendemain de sa publication par la CENI. Les réactions politiques ne se sont pas fait attendre comme il fallait s'y attendre. La mouvance présidentielle apprécie la démarche de la CENI, compte rendu Mamadi Kamissoukou. Le 28 juillet, c'est la date de la CENI soumise pour approbation aux différents acteurs du dialogue politique interguinéen. Un projet de chronogramme établi et qui fait grand bruit à Conakry. S'il est rejeté en bloc par les principaux leaders de l'opposition, la démarche de la CENI de prendre en compte les conclusions du dialogue récent est appréciée par la mouvance présidentielle. La CENI n'a fait que transmettre au groupe politique via le facilitateur le chronogramme. Les deux groupes, chacun a une vision. Le premier ne voulait même pas déplacer le 30 juin, c'est la mouvance présidentielle. Le second veut aller jusqu'à 2015 ou fin 2014 pour les élections couplées. Et comme des alternatives pour le bien-être des Guinéens concourent à finir avec cette tradition, je pense que le chronogramme est réaliste, il est responsable, il peut être mis en œuvre si nous, les acteurs politiques, nous mettons de côté nos visions. L'opposition républicaine reproche au nouveau chronogramme d'avoir des positions floues sur la réouverture des CARL, notamment dans le volet mobilisation des ressources financières. Une inquiétude à laquelle le camp présidentiel trouve une réponse. On ne peut pas réouvrir les CARL si l'opposition qui réclame sa participation aux élections avec les conditionnalités ne dépose pas les listes. Au dialogue, on a dit que c'est les partis politiques candidats qui seront membres des CARL. Si tu n'es pas membre des CARL, tu ne peux pas ouvrir un débat sur les CARL. La première étape du chronogramme, c'est le dépôt des listes de candidature. Après le dépôt, la CENI va rouvrir les CARL en fonction des premières listes déposées et des nouvelles listes déposées pour définir la représentation de chaque groupe politique au CARL. Le secrétaire général de l'UDG plaide aussi pour l'ouverture d'esprit des acteurs politiques pour la tenue des élections législatives. Nous demandons à chacun et tous. Il ne peut pas avoir de démocratie sans opposition, sans mouvance, qu'on se tienne la main, qu'on est ensemble, qu'on sorte de nos calculs lointains pour les intérêts. C'est le peuple qui donne la voix, c'est le peuple qui élit l'homme. Lundi, c'est la CENI elle-même qui était sortie de son silence pour rappeler à la classe politique que son chronogramme n'était qu'une proposition, donc quitte aux acteurs de l'entériner ou non avec le facilitateur. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé vendredi au lancement officiel des festivités du cinquantenaire de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Outre les étudiants, des membres du gouvernement et autres fruits de cette institution d'enseignement supérieur étaient de la partie, une occasion mise à profit par les autorités pour mettre à la disposition des étudiants un laboratoire d'analyse des kits de laboratoire et un site web Fantaconté nous fait le point. Créée en 1962 sous l'appellation de l'Institut Polytechnique de Conakry, l'Université Gamal Abdel Nasser est la première institution d'enseignement supérieur du pays. Elle a à son actif la formation de plus de 40 000 cadres guinéens et ceux venus des autres pays africains. Ce 51e anniversaire offre donc l'opportunité aux autorités de l'Université Gamal Abdel Nasser de faire le bilan de l'œuvre accomplie sur le chemin de l'acquisition et de l'expansion du savoir. En un demi-siècle, notre institution a enregistré une grande évolution. Elle a à son palmarès la formation de plusieurs dizaines de milliers de cadres supérieurs de diverses spécialités, aussi bien pour la Guinée que pour d'autres pays africains. En plus, elle a donné naissance à plusieurs autres institutions d'enseignement supérieur disséminées à travers le pays. La télééducation est l'application des technologies de l'information et de la communication TIC à l'exercice de l'enseignement à distance. Le ministère des Postes et Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont ainsi décidé de procéder à la remise des équipements du site e-éducation ce jour, le 21 juin 2013. Chaque année, l'université Gamal reçoit des étudiants venant d'une quinzaine de pays africains, sans compter des milliers d'étudiants qu'elle met sur le marché de l'emploi. C'est pourquoi le Premier ministre a appelé ses futurs cadres à plus de dynamisme. Le gouvernement sait compter sur vous, la jeunesse guinéenne, et particulièrement vous les étudiants, futurs leaders de ce pays.
mais aussi sur le génie créateur de nos enseignants et chercheurs et sur votre profond attachement à tous aux valeurs d'unité, de solidarité pour joindre nos efforts en vue de bâtir ensemble une nation forte dans la paix, la démocratie et une nation respectueuse de l'état de droit. Cette cérémonie a été surtout marquée par le lancement officiel par le Premier ministre du site web de l'IGAG, de la plateforme de l'intranet pour les inscriptions en ligne. Il y a eu également la mise à disposition du magazine d'information Gamal Info, la remise des kits de laboratoire, l'inauguration du centre e-learning et d'un laboratoire d'analyse et d'expertise. Ouvrons maintenant le volet santé de ce magazine. La Journée internationale de lutte contre la drépanocytose, instituée en 2009, est célébrée le 19 juin de chaque année. Cette maladie génétique touche près de 300 millions de personnes dans le monde, dont la plupart se trouvent en Afrique subsaharienne. La drépanocytose tous concernés est le thème choisi pour cette 5e journée. En Guinée, l'occasion a été mise à profit pour sensibiliser et vacciner les drépanocytaires de type SS. Reportage Adira Touba. Un vaccin de pneumo 23 pour protéger cet enfant de 6 ans contre les infections pulmonaires et méningées. Tian Amidou Baldé est drépanocytaire de type SS depuis sa naissance. Cette maladie héréditaire, également appelée anémie falciforme, affecte au moins 300 millions de personnes, dont 300 000 naissances de type SS à travers le monde. Cette maladie se manifeste notamment par des anémies fréquentes, des crises, des douleurs osseuses dues à l'obstruction des vaisseaux sanguins. L'on note aussi un retard de la croissance. Mais je traitement, mais si vient, quand il y a 9 mois, mais on dit mon mari n'a Mon enfant a commencé à tomber malade quand il avait 6 mois. C'est quand il a eu 9 mois que nous avons su qu'il était drépanocytaire SS. Il s'évanouissait, manquait de sang. Nous le traitions à Fria. Mais depuis la grève de l'usine, nous sommes obligés de l'amener chaque fois à Conakry. Je suis drépanocytaire depuis 1988, depuis ma naissance. Je ressentais la douleur au niveau de mon dos, parfois au niveau des hanches, parfois les mains ou bien les pieds. Il y a des moments que je n'arrive même pas à bouger. J'ai rencontré beaucoup de difficultés quand j'étais en train d'étudier. Bon, parfois j'arrive à tomber malade pendant 1 semaine sans aller à l'école, parfois 2 semaines, voire même 1 mois. Cette maladie m'empêche d'aider ma maman, sortir avec les amis ou partir quelque part, surtout dans la saison pluvieuse. Moi, je peux partir à l'hôpital 2 à 3 fois. Je regarde mon taux d'hémoglobine d'abord pour voir l'état de mon sang. Après, on commence le traitement. La drépanocytose, c'est d'abord la maladie de l'ignorance. Ignorance des parents porteurs sains non dépistés avant le mariage. C'est la maladie de la douleur. Douleur parfois d'une telle intensité que l'enfant demande à ses parents ou au médecin de lui couper le membre qui lui fait mal. La drépanocytose, c'est aussi la maladie de l'appauvrissement familial. Un drépanocytaire, c'est un malade en charge à vie depuis sa naissance, exposé à tout moment à des complications graves et à la mort. Selon Dr Mamadi Dramé, au moins 1 millier de personnes atteintes de drépanocytose se sont présentées à son centre depuis 2008. Mais vu ses maigres moyens, la prise en charge n'est toujours pas facile. Aujourd'hui, cet espace est insuffisant pour recevoir le nombre de malades de plus en plus grandissant. Nous avons besoin de disposer d'un appareil d'électrophorèse, comme je l'ai dit, et d'un automate d'hématologie pour le diagnostic et le suivi des malades. Ceci, les moyens de notre centre ne nous permettent pas de faire face à de telles dépenses. Des préoccupations qui semblent être tombées dans de bonnes oreilles. Les préoccupations qui ont été citées ici seront transmises à l'autorité compétente et je suis convaincu que des réactions très futures se feront ressentir.
En attendant, ce vaccin symbolique et la sensibilisation restent la seule arme dont dispose le centre médical SOS Drépano Guinée. La drépanocytose, cette maladie à vie, peut entraîner des complications graves et tue environ 50 millions de personnes par an à travers le monde. Les résultats de l'examen d'entrée en 7e année ainsi que ceux du BEPC sont à ce jour disponibles. Ils attendent que d'être publiés par les autorités en charge de l'enseignement préuniversitaire. Quant au baccalauréat unique, les travaux sont actuellement concentrés au niveau du secrétariat et du choix des correcteurs. Des informations données en début de semaine à l'occasion d'une conférence de presse animée par des cadres de l'enseignement préuniversitaire. Et la Joumar-Bari. Je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, les examens de cette année, c'est les mieux réussis. Aucun dérapage n'a été constaté pendant les examens de cette année, mais aussi au niveau de la correction, dit le chef service examen. Amadou Diallo se félicite de la rigueur qui a prévalu lors de la correction et de la saisie des notes avec le choix strict des correcteurs et des surveillants. Cependant, dans la salle de centralisation, 50 ordinateurs sont affectés aux correcteurs au nombre de 100 personnes, dont 2 ordinateurs pour 2, celui qui dicte et celui qui saisit les notes par candidat. Après la saisie de toutes les notes, on imprime toutes les notes, élève par élève, note par note. Il y a une personne qui dicte, il y a une personne qui saisit. Celui qui dicte a dit 6, celui qui saisit entend 10. En tapant le 1, le clavier a pointé, elle ne s'est pas rendue compte, elle a tapé 1, c'est pas rentré 7. On imprime toutes les notes, on prend une commission qui regarde. Est-ce que ce qui est sur les copies, c'est la note que nous avons dans les machines? Quand on sera sûr qu'on a tout corrigé, qu'on calcule les moyennes élève par élève. À cela s'ajoute le non-accès des correcteurs aux paramètres pour éviter toute fraude. Amadou Diallo a mis un accent particulier sur un certain nombre de choses, dont entre autres... Qui doit être surveillant? Pas n'importe qui. Qui doit être correcteur? Pas n'importe qui. Donc tout ça c'est précisé dans cette lettre d'instruction. Ça c'est ventilé au niveau de tous les acteurs et partenaires du système éducatif. C'est le chef d'établissement qui est autorisé à envoyer la liste des correcteurs. Ces propositions sont acheminées dans les DPE. Les DPE recensent ces propositions de correcteurs au niveau de la préfecture. On nous envoie ici. Autre aspect abordé aussi au cours de cette conférence de presse, le refus de certaines candidates de se soumettre à la procédure d'identification pour avoir accès à la salle d'examen et quelques absences dans la commune de Ratoma. Les 12 de Ratoma, j'ai les listes. Les candidats absents à la première épreuve ont été absents à la deuxième épreuve et ont été absents tout au long de l'examen. Nous avons les listes, je les ai, je peux les mettre à votre disposition avec l'autorisation de M. le ministre. C'est pour vous dire que rien n'est laissé au hasard, tout est contrôlé. Chaque information qui nous arrive est contrôlée. Au BEPC, j'ai été témoin d'une situation où j'ai trouvé en arrivant dans le centre Lamine Silla, devaient évoluer des candidats de l'enseignement général. Cette fille était entièrement voilée. J'ai posé la question à la fille 2 fois. Vous êtes candidate? Je n'ai pas eu de réponse. Je suis en face d'elle, elle ne parle pas. Le candidat, s'il n'a rien à se reprocher, il n'a pas à refuser l'identification. Ces responsables du département de l'éducation se disent disposés à communiquer sur les examens nationaux 2013 dans l'objectivité jusqu'à la publication des résultats finaux. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction a visité mardi certains chantiers immobiliers relevant de son département. C'est le cas notamment de Weli Kakimbo. Objectif de la démarche, s'enquérir de l'état d'exécution des travaux et vérifier la conformité des normes de construction de ces chantiers. Alpha Omar Bari était sur les pas du ministre. Voici son reportage. Première étape de cette tournée du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction, le grand complexe immobilier Weli Kakimbo, un projet né d'un partenariat public-privé dans lequel l'État s'est associé à des investisseurs privés basés à Hong Kong. Dans ce partenariat, l'État apporte la terre comme contribution au programme d'investissement, un vaste programme de promotion immobilière de très haut standing dont la réalisation est prévue en 3 phases. La première porte sur un ensemble d'immeubles de 2 tours de 50 appartements de luxe chacun avec un coût estimé à 50 millions de dollars américains. C'est un projet sur 3 phases. Donc, le premier, c'est 2 immeubles de 25 étages destinés à l'habitation, 100 appartements, une zone de commune qui contient des gymnasiums, des saunas, des salles de jeu, les salles de conférence, et les piscines et les restaurants. Donc, après, il sera suivi par une deuxième phase qui sera une zone industrielle administrative
donc des immeubles pour usage de bureaux commerciaux. Et une troisième phase pour une zone d'habitation de haut standing. Donc, les premières phases étendues sur 3 ans. Donc, nous sommes maintenant presque à la fin de la première année, qui sera 2 immeubles de 25 étages avec 3 étages souterrains de parking qui va être terminé et prêt à utilisation vers la fin 2015. Selon l'administrateur du groupe Castor en charge de l'exécution des travaux de ce complexe immobilier, plus de 300 employés guinéens y travaillent à temps plein, ce qui leur permet à coup sûr de gagner leur vie. On emploie plus de 300 Guinéens aujourd'hui à temps plein et ils sont payés. L'investissement que nous sommes en train de faire, ça va inciter beaucoup d'autres investisseurs à venir en Guinée parce qu'ils sauront qu'il y a la confiance. Les travaux de cette première phase sont exécutés à hauteur de 15% et seront achevés en 2015, ce qui satisfait le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction. Ce que j'ai vu ici, par rapport à mon premier passage, je vous dis que c'est un bond très très gigantesque qui a été fait. Au moment où j'étais venu ici, je me disais eux-mêmes, est-ce qu'ils sont dans la capacité de réaliser ça? Ça fait une ouverture, non seulement pour les autres investisseurs, mais également pour ceux-là qui aujourd'hui, imaginez, à l'heure qu'il fait, ils ont au moins quelque chose de 150 tonnes qui sont stockées ici, de ciment. Ça fait un débouché pour les cimenteries. 300 tonnes vont arriver aujourd'hui. Et on ne va pas se limiter là. Ça, c'est un premier impact. Parce que sur le plan commercial, ça incite les gens à produire beaucoup plus qu'il le faut. Il ne faut pas dire que je n'ai pas de métier. Ici, tu peux venir sans rien connaître et sortir avec un métier. Mais en tout cas, c'est des choses qui nous émerveillent. Deuxième étape de la tournée, le chantier hôtelier Palma à Kipé, un hôtel 5 étoiles avec 283 chambres avec un délai d'exécution fixé au premier trimestre de 2015. Troisième et dernière étape, la ferme de Kipé convoitée et par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction, mais aussi par celui de la Culture. Les kiosques multiservices fabriqués par le Fonds national d'insertion des jeunes tardent à être opérationnels et pourtant ils sont installés depuis quelques mois. Alors qu'en est-il devenu de ces kiosques? Élément de réponse dans ce reportage de Bilina Kumakondi. Construits et installés pour faciliter l'insertion socio-professionnelle et économique des jeunes, les kiosques multiservices ne sont toujours pas fonctionnels. Le Fonds national d'insertion des jeunes FONIJ, porteur du dit projet, dégage toute responsabilité dans le retard pour sa mise en œuvre. Le département, à travers le FONIJ, a accompli sa part de mission, a accompli sa part de devoir. Et les kiosques ont été entretenus et placés. Nous avons attiré l'attention plusieurs fois de notre partenaire sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de ce projet par la mise à disposition des kits qui devaient servir, qui devaient être utilisés dans ces kiosques. De mettre la mise de ces kits à la disposition des jeunes, mais très malheureusement jusqu'aujourd'hui, nous constatons avec beaucoup d'amertume que rien n'a été fait. Selon des sources, c'est l'entreprise Proxicom, partenaire technique et financier du FONIJ, qui serait la cause du retard. Joints au téléphone, les responsables de cette structure ont préféré pour l'heure se contenter de l'explication du FONIJ. Nous n'avons pas de suite favorable en tant que propriétaire de kiosques. Nous serons obligés, au lieu que les kiosques continuent à être caillassés, au lieu qu'ils continuent à être abîmés, endommagés, nous serons obligés de faire les kiosques circuler et les mettre jusqu'à ce que nous-mêmes nous ayons les moyens d'établir un nouveau programme, un nouveau projet dans lequel ces kiosques vont servir. Pendant ce temps, les 300 jeunes formés en marketing, en réseau de distribution et de vente restent toujours au chômage. Cette situation devrait interpeller le gouvernement qui a inscrit l'emploi des jeunes au cœur de ses préoccupations. Coup de filet des agents de l'escadron mobile numéro 2 de Amdallah, ils viennent de mettre aux arrêts 2 hommes spécialisés dans la falsification de documents administratifs. Ils auraient été pris en flagrant délit avant d'être présentés à la presse. Les 2 hommes ont reconnu certains faits qui leur sont reprochés. Les précisions de Fali Guilavogui. Abdoulaye Yansani et Mohamed Lamine Yansani, multirécidivistes, ont été pris en flagrant délit pour confection et falsification de faux documents administratifs. Ils ont été interpellés par l'escadron de gendarmerie numéro 2 et ce sont des documents très précieux qui ont été saisis sur les 2 hommes. Des attestations de baccalauréat uniques, des diplômes de licence en sociologie, des diplômes d'état de docteur en médecine,
des cartes d'identité nationale vierges, des relevés de notes de bac, des certificats de résidence, des certificats de nationalité, des certificats de visite et contre-visite, des casiers judiciaires, des timbres, des multitudes de cachets de ministres et de directeurs, des badges, des bulletins de salaire, des certificats d'immatriculation fiscale. Abdoulaye Yansani, inspecteur de police, et Mohamed Lamine Yansani ont reconnu certains faits qui leur sont reprochés. J'ai fait la carte d'identité parce que je suis inspecteur de police. Dans la vie, je ne fais rien, seulement à occasion seulement que je l'ai fait. Casier, oui, c'est moi qui a fait ça. 2 casiers seulement, c'est Léoné qui a fait ça, mais lui il est parti. Et à 8 mois de cela, il est parti. Les 2 hommes, sous peu, pourraient être traduits devant la justice et les responsables de la gendarmerie, d'ores et déjà, se montrent déterminés à mettre hors d'état de nuire les hors-la-loi. Ces présumés coupables seront traduits devant Monsieur le procureur de la République pour association de malfaiteurs, falsification de dossiers administratifs, le blanc-seing, faux en écriture. Les missions de la gendarmerie continuent. Et les malfaiteurs sont déjà dans nos annuaires. Quelle que soit leur position, nous allons les traquer et les mettre à disposition de la justice. Les 2 frères ont été interpellés à Kouléondi, commune de Kaloum, dans la famille de Feu Momo Yansani. Une action qui relance de plus belle la problématique de la falsification des faux documents administratifs. Un crime odieux à Conakry, œuvre d'une femme d'une trentaine d'années. Mariam Diawara a égorgé sans ménagement son enfant de 4 ans. La scène s'est produite vendredi dans le quartier Amdalaï, secteur 1. Mariam Diawara, auteur présumé de ce forfait, a été interpellé par des agents de l'escadron mobile numéro 2 de Amdalaï. Le récit avec Diaw Bachir. Elle s'appelle Mariam Diawara, âgée d'une trentaine d'années. Elle a égorgé son enfant, un garçon de 4 ans. Le corps sans vie du petit garçon baignant dans le sang aurait été victime d'une folie de grandeur de sa propre mère. Interrogée, Mariam Diawara dit avoir sacrifié son enfant pour obtenir le bonheur. Je l'ai égorgé en guise de sacrifice pour mon bonheur. Je suis avec un frère et non un mari. Selon des informations recueillies par le commandant adjoint de l'escadron de la gendarmerie mobile numéro 2 de Amdalaï, Mariam Diawara aurait une dépression mentale. L'agent d'escadron m'a appelé pour m'informer qu'il y a une femme qui a égorgé son enfant. Et tantôt je suis sorti voir au poste de Fogad. Je suis venu, j'ai trouvé la femme, c'était déjà assise. Je lui ai posé la question, elle n'a pas répondu, elle n'a pas parlé. Entre-temps, le concessionnaire là où elle a égorgé l'enfant est venu pour s'enquérir de la situation. Ici, là, moi, j'avais déjà appelé le procureur de la République. Il m'a autorisé de prendre l'enfant et l'envoyer à la mort. Et la femme qui est là, d'après les renseignements dans le quartier, a une démence. Le procureur de la République serait en route pour décider des suites de l'affaire. Culture, la fête internationale de la musique célébrée le 21 juin de chaque année peine à se faire une place de choix en Guinée. Elle n'a d'ailleurs pas été officiellement célébrée ce vendredi dans le pays, mis à part quelques concerts prévus ça et là. Cependant, elle est une occasion pour les artistes et promoteurs culturels de vanter les mérites de la musique guinéenne. Elhadji Omar Barry est allé à la rencontre de certains d'entre eux. Voici son reportage. La musique, un moyen pour s'évader, pour mieux se divertir, mais aussi sensibiliser à travers des messages de paix et de réconciliation nationale, est très prisée en Guinée. Source de vitalité, elle est de nos jours bien consommée par les mélomanes. Moussa Mbaye, artiste, compositeur, promoteur culturel, pense que la musique guinéenne est consommable et vendable à l'étranger, eu égard à l'évolution de la musique urbaine. On a des grands artistes guinéens qui sont produits, qui sont vendus au niveau international. Et puis il y a aussi qu'au niveau du spectacle, il y a le spectacle guinéen qui se vend bien. Même son de cloche chez Malik Kébé, directeur de l'agence guinéenne de spectacle. Il estime pour sa part que si les artistes sont mieux encadrés avec des infrastructures de loisirs, ils pourront donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans tous les pays, quasiment c'est comme ça, la culture est le parent pauvre du gouvernement, chose qui n'est pas normale, c'est notre seul moyen d'identification pour savoir qu'on est guinéen. Si tu vois aujourd'hui il y a des différences entre la population, c'est parce que les gens n'ont plus de repères. Toutefois, cette autre artiste comédienne, Sayombamba, réitère que même si la musique guinéenne est vendable ailleurs, mais des progrès restent encore à faire. Et il est vrai que la pénurie de la vie, l'insécurité financière dans laquelle
se trouvent les artistes guinéens ne leur laissent pas la possibilité de créer comme ils aimeraient. Je pense que s'il y a une vraie structure pour les artistes se replongeront sur une création plus crédible et plus vendable à l'étranger. Lancée en France le 21 juin 1982, cette fête de la musique est devenue une fête mondiale présente de nos jours dans plus de 100 pays à travers le monde. Une fête qui malheureusement n'a pas été officiellement célébrée en Guinée et pour cause. Et rien n'a été mis en place. Le ministre de la Culture n'a pas eu un budget pour dire bon, on va ça. Sinon, le mieux serait que dans chaque quartier, nous puissions édifier des espaces, des lieux publics où les orchestres peuvent se relayer toute la nuit. C'est comme ça que ça se fait ailleurs. Occasion pour le ministre de la Culture et du Patrimoine historique de lancer 3 messages à l'endroit des créateurs musicaux, des opérateurs économiques et surtout du gouvernement. Le premier, c'est à l'endroit des créateurs musicaux, qu'ils se battent non seulement pour créer, mais pour mettre en valeur leur création. Deuxième message, c'est à l'endroit des opérateurs économiques, qu'ils sachent que la culture peut être un produit qui peut générer des ressources, donc de l'emploi. Le troisième message, c'est à l'endroit de l'État, que l'État fasse en sorte que la culture soit prise comme un élément fondamental pour le développement d'un pays. Cette 33e édition de la Fête internationale de la musique est une fête de toutes les musiques pour tous les publics. C'est ainsi que se referme cette édition hebdomadaire. Merci de votre aimable attention et excellente suite de programmes à notre compagnie. L'info continue sur notre site web, le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à vous qui nous suivez partout à Conakry.